Bonsoir, bonjour, merci d'être présent si vous êtes en direct et en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay de cet épisode 106 du meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Comment peut-il dire des choses comme ça? Avec tous les malheurs dans le monde, tous les problèmes qui existent, tout ce qui nous fait du mal, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie au niveau des pays, des nations, au niveau du monde, etc. Comment peut-il dire que le meilleur est à venir? Eh bien oui, le meilleur est à venir. Et moi je vous le dis parce que c'est vrai. Si vous êtes un fan des statistiques, je ne vais pas le répéter ici, je l'ai déjà dit, si vous regardez toutes les statistiques du monde, au niveau de la pauvreté, au niveau des morts, au niveau des guerres, au niveau de la violence, par exemple en France, ou même de la violence à Paris, des vols et choses comme ça, toutes ces statistiques sont en baisse. Si vous en avez qui sont en hausse, envoyez-les moi, j'ai envie de les voir. Ça veut dire que je me suis trompé. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et tous les experts sont d'accord pour dire que la situation s'améliore. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile. C'est pas facile tous les matins de se lever pour aller au travail. C'est pas facile de régler des problèmes familiaux ou avec des amis ou avec son patron. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, le meilleur est à venir. Et ça dépend de vous. Et à chaque fois que je fais un épisode, le but c'est de vous montrer qu'il y a des gens qui croient que le meilleur est à venir et qui le font partout dans le monde. Il y a des gens, il n'y a pas besoin d'être diplômé, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'expérience, comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et qui se déroule au Mexique. On va y revenir dans quelques instants. J'en profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui sont en direct. Je crois que j'ai vu passer Marie-Laure. Bonsoir. Bonjour. Salut Maribo, depuis le Québec, où il fait très froid, je pense. Il ne doit pas faire très chaud. Ah là 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 là. C'est quelque chose. Soyez les bienvenus, installez-vous. Je tousse un peu, j'ai encore un petit peu de... Tu sais, Maribo, ton truc de vinaigre, tu sais, pour la gorge, il un truc, j'avais pas de vinaigre là lorsque j'étais au Portugal. Et j'ai fait ça avec du sel et de l'eau, c'était efficace, de l'eau chaude et du sel, c'était bien, des bains de gorge comme ça. Mais c'est revenu encore. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, demain, je vais chez le médecin parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Anne-Laure, merci, hello Jean-Philippe, merci pour tes partages. C'était un réel plaisir, Anne-Laure. J'ai déjà partagé des choses que tu as mis sur ton propre fil, tu dois le savoir, parce que je t'ai mis en tag. Et c'est toujours un plaisir de partager. Je vais en avoir quelques-uns ce soir. Tiens, je vais commencer tout de suite, ça a vu bien sûr. Ah, tout d'abord, je repartage le moment. Ah oui, là, ça va être dur dans la voiture, les moments suspendus de Sameiro. Très très beau moment suspendu. Elle m'avait donné le nom. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette fleur? Elle m'a dit, mais j'ai complètement oublié ce que c'est, donc je peux pas vous le dire là, c'est pas grave. Salut Angélique, salut Sophie, bienvenue dans le meilleur est à venir, le magnifique moment suspendu de Sameiro que je vous avais proposé parce que mercredi dernier j'étais en voyage et je ne pouvais pas faire l'épisode 106, celui d'aujourd'hui. Alors, on sourit un petit peu? Allez, on sourit un petit peu. On va sourire... c'est pour les dames. Pour vous, mesdames. Enfin, pour vous, mesdames, ça peut être pour vous, messieurs aussi. Et c'est Sandra qui a partagé ça. Salut Nicolas. Ça va, tu vas bien? Et revoilà l'iPad. Ouais, tu as raison. Il me manquait l'iPad. J'espère que la technologie va me permettre de plus avoir besoin de l'utiliser. Alors, je pense que vous avez lu entre-temps. Si vous vous sentez seul, donc là, ça s'adresse aux femmes, mais ça peut être également pour les hommes, éteignez la lumière et regardez un film d'horreur. Au bout d'un moment, vous ne vous sentirez plus seul du tout. Ah mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, elle est bonne celle-là. Merci Sandra, elle est superbe. Et on va rester chez les femmes, mesdames, pour vous, mais on va tourner la chose. C'est un tweet de Yves Land, qui est célèbre pour ses tweets pleins d'humour. Regardez celle-là, elle est belle. Ceux qui pensent que la place des femmes est dans la cuisine ne doivent probablement pas trop savoir quoi faire avec elles au lit. Ah, c'est bon, non? Oui, oui, oui. J'aime ces petits traits d'humour là. C'est bon, c'est fin. Tiens, puisque Maribo, si tu es là encore, j'en ai un à partager avec toi. Tu as partagé ça il y a, je sais plus, il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et elle est bonne. Rien à voir là. On va parler du vin. Le secret pour apprécier un bon vin. Ouvrez la bouteille pour le laisser respirer. Si vous constatez qu'il ne respire pas, pratiquez immédiatement le bouche à bouche.
c'est bon ça. Salut Liliane, bonjour, merci de me faire un petit coucou et de passer, c'est très sympa. Alors, quoi d'autre? Encore quelques-uns. Alors, l'humour, vous connaissez l'humour des chats? Vous connaissez pas l'humour des chats? Eh ben, j'en ai une pour vous. C'est un humour pour les chats que j'ai trouvé absolument fantastique, adorable, on va dire. Je sais plus qui est-ce qui a partagé ça. Tant pis, j'ai oublié. Ici, c'est la litière du Sahara, la plus grande litière du monde. Oh! Ah, les chats voyagent, les chats voyagent. Elle est bonne, hein, elle est bonne. Hein. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on parle pas trop de politique. Non, je reviens là, tranquille. On va avoir le temps. Et puis je vous dirai de toute façon pour qui je vote. Hein, pour le premier tour, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire. Mais on va quand même parler de vote. Et si on votait pour lui? Où il est? Enfin, lui, je devrais dire elle, parce que c'est une fille. Plus de balades et de croquettes. Votez Laska. Alors bon, tout le monde ne va pas comprendre, mais Laska, c'est la petite chienne bergère australienne de Cricrine. Karine Carville, qui est une écrivaine qui a eu un best-seller récemment, dont j'ai oublié le titre. Si vous avez le lien sur son titre, mettez-le dans les commentaires, ça sera toujours sympa pour elle. Et pourquoi pas voter Laska pendant qu'on y est, hein? Salut Martin, merci de passer dire bonjour, c'est toujours sympa. Et oui, moi je l'aime bien Laska parce que je l'ai connue quand elle était toute petite. Tout petit chiot, et maintenant elle est grande. Eh oui, Liliane, toi aussi tu connais Laska? Ah bah voilà. Qui ne connaît pas Laska, hein? Si vous faites partie de l'univers de Karine Carville, cet écrivain de thrillers et d'autres bouquins qui a sa page, allez voir, hein, la page Laska d'ailleurs, eh ben vous connaîtrez la vie de Laska. Donc évidemment, votez Laska. Alors pour qui allez-vous voter en avril? Parce que j'ai encore eu une des grandes discussions, je prends 2 minutes, concernant le vote de la présidentielle. Moi, j'ai dit au début, je ne voulais pas voter. Je vote blanc. Il n'y en a aucun qui mérite. Je ne veux pas cautionner le système, cette monarchie démocratique. Démocratique, ouais, en quelque sorte. Et puis finalement, je me suis dit que c'était stupide. C'était faire le jeu des politiciens, en fait. Et qu'est-ce qui a dit ça? Un idiot ou un con qui vote a plus de valeur qu'un mec qui réfléchit mais qui ne vote pas finalement. Eh oui. Parce qu'il y aura toujours des gens pour voter pour les candidats. Donc autant voter non pas pour un candidat, mais pour une action. Et ma réflexion, elle en est là. Certains doivent se douter, ou certains d'entre eux doivent se douter pour qui je vais sans doute voter au premier tour. Mais j'expliquerai plus sérieusement pourquoi lors d'un prochain épisode. Parce que c'est quand même important, c'est notre avenir. Quand je dis que le meilleur est à venir, eh ben, il faut le voir au niveau national, au niveau de la France. Au-delà, au niveau de l'Europe, bien sûr. Mais ça, c'est important. Bah, j'ai fini. J'ai fini. J'en parle pas plus que sinon j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, celle-là est magnifique. Il y a rien à dire. Alors, si vous comprenez l'anglais, je pense que ça devrait être bon. On est dans vous voyez, c'est un lavabo avec les brosses à dents et tout. Et qu'est-ce qu'il y a devant? You look fine. C'est vraiment, vraiment exactement ça. Là, il n'y a pas à rire, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien trouvé. You look fine, en français, comment on pourrait traduire ça? Tu es bien, tu es parfait, tout va bien. Tu vois? Je pense que c'est ça, hein, s'il y a des anglophones meilleurs que moi, et il y en a, bien sûr, n'hésitez pas à traduire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un miroir pour se regarder, pour se juger, pour se comparer avec les autres. You look fine, tu es OK, il n'y a pas de souci. Et moi, j'adore cette image qui remet les choses un petit peu en place et évite le jugement qui est difficile à notre époque. Bah oui, c'est pas très marrant, mais c'est important de se le rappeler. D'ailleurs, je devrais la resoumettre de temps en temps. Je crois que j'en ai terminé aujourd'hui. On va passer à l'histoire du jour. Je vous ai dit, on va aller au Mexique. Mais avant d'aller au Mexique, et encore, hein, il faut que je vous montre quelque chose. Ah oui. Je vais essayer de le montrer tout doucement, en teaser. Oups. Oups. Qu'est-ce que c'est ça qui arrive là, hein? Certains l'ont deviné. Et oui, je ne le montre pas trop parce que je ne l'ai pas retourné encore. C'est le volume 9 de La femme sans peur. Finalement, eh oui, je sais, vous avez été beaucoup à me gronder, on va dire, pour ne pas l'avoir publié fin décembre.
Et salut Anne. Et j'ai eu pas mal. Bon, bref, peu importe les excuses, on s'en fout, vous en foutez des excuses. Le tout, c'est de savoir, il va sortir le 30 mars, ce volume 9, l'avant-dernier de la série. Et pourquoi je parle de ça? Bah, d'abord parce qu'il va sortir et que vous allez m'en entendre parler à chaque épisode du meilleur est à venir, de LMV, et comme je l'avais fait pour le 8e sens, et vous m'avez soutenu d'une manière extraordinaire, et j'ose espérer que j'aurai votre soutien également pour cet épisode numéro 9. C'est pour ça que je commence à en parler, même si c'est pour le 30. Je vous le montre là. Je vous montre pas tout parce que vous voyez, elle est pas retournée, la fille. Et il y a une image ici. On a un peu changé l'image avec le designer. Et il y a une image ici que je vous montrerai dans le prochain épisode qui est très importante. Mais je vous montre également La femme sans peur. Je vous parle de La femme sans peur, non seulement parce qu'il va sortir, ce volume 9 va sortir le 30 mars, mais également, c'est un petit peu en lien avec l'histoire que je vais vous raconter qui se déroule au Mexique aujourd'hui. Alors, quel rapport entre La femme sans peur et le Mexique? Tous ceux et celles qui ont lu les précédents volumes, alors là, il va y avoir un spoiler, coupez le son ou coupez tout carrément si vous voulez pas le savoir, parce que je vais raconter quelque chose qui se déroule si je me souviens bien, dans les volumes 7 et 8, pratiquement. Ça y est, vous êtes partis. Si vous restez, vous allez savoir quelque chose qui se passe dans l'histoire. Et si vous n'avez pas commencé les volumes, ou si vous en êtes encore au début, je vais vous spoiler, comme on dit, une histoire. Allez, je vous raconte. Dans toutes les histoires de La femme sans peur, Trinity, à un moment, se trouve au Salvador, dans le pays, en Amérique centrale, qui s'appelle El Salvador. Elle est là-bas pour des raisons, je ne vais pas raconter, pas trop spoiler. Elle va se retrouver là-bas, elle va vivre pendant deux bouquins, 2 volumes, elle est là-bas. Et il y a toute une histoire que je raconte. Et à un moment, je vais parler d'un moyen pour elle d'échapper, parce qu'elle est dans une situation difficile, comme l'est toujours Trinity, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et elle doit s'échapper avec un train. C'est un train qui traverse l'Amérique centrale, qui traverse ensuite le Mexique et qui va aux États-Unis. Ce train s'appelle la Bestia. Et il est très connu des gens en Amérique centrale et au Mexique et même aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce train, en fait, c'est pas un seul train, c'est plusieurs trains qui traversent le Mexique, qui transportent des marchandises. Ils transportent les marchandises depuis le Mexique, depuis l'Amérique centrale, jusqu'aux États-Unis. Mais ces trains, qu'on appelle génériquement la Bestia, ou el tren de la muerte, je ne sais pas si je suis juste, je suis pas bon en espagnol, sert à transporter, les migrants. Ah, on connaît les migrants en Europe maintenant. On sait ce que c'est les migrants. On commence à comprendre le problème des migrants entre toutes les guerres et ce qui se passe en Afrique. Les guerres en Syrie, Afrique, etc., Afghanistan, Irak. Mais la même chose existe aux États-Unis avec la frontière sud. C'est pas pour rien que Trump veut mettre cet immense mur. C'est parce que, entre autres, les dizaines de milliers de migrants qui arrivent aux frontières américaines, une grande majorité d'entre eux arrivent sur ce train qui s'appelle la Bestia. Alors les immigrants, il faut savoir, ils sont principalement de 4 pays de l'Amérique centrale, Guatemala, Nicaragua, El Salvador et j'en oublie un, le Honduras. Voilà, ils arrivent principalement de ces pays. Pourquoi ils viennent? C'est des pays très pauvres, il n'y a pas de travail, il n'y a aucun avenir. Les États-Unis leur paraissent riches. Des amis, de la famille sont déjà partis là-bas et ont migré et arrivent à envoyer de l'argent, donc ils y vont. Et il y a d'autres soucis aussi qui sont venus greffer, qui ont été créés par les États-Unis eux-mêmes, puisque les États-Unis ont renvoyé chez eux tous les criminels de ces pays-là, qui faisaient partie de gangs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'on les a renvoyés chez eux? Eh bien, ils ont recréé les gangs dans leur propre pays, et qui ont fait fuir leurs propres citoyens dans ces pays-là, pour fuir la violence. Parce que au Salvador, par exemple, El Salvador, il y a un gang qui s'appelle la MS-13. C'est la Mara Salvatrucha, qui est un gang absolument terrible, où tous les gars sont tatoués partout, etc., avec la MS partout, et 13 en anglais, mais 13, comme on dit je ne sais pas, en espagnol. Et c'est absolument terrible. C'est une gangrène qui gangrène tous les niveaux de l'État. Et les gens... Et les Salvadoriens qui veulent échapper à ça n'ont qu'une solution, c'est d'aller aux États-Unis. Et ils émigrent de plus en plus jeunes, parce que la MS-13, la Mara, comme on l'appelle, recrute de plus en plus jeunes. Donc ces trains, cette fameuse Bestia, qui voit les migrants aller vers le Mexique et traverser le Mexique et aller vers les États-Unis, et il faut franchir encore la frontière, c'est pas donné, il y a le désert, et voit des immigrants de plus en plus jeunes.
Au moment où j'écrivais les volumes 7 et 8, hein, non, les 6 et 7 de La femme sans peur, on avait calculé que les migrants, maintenant, étaient de 10-15 ans. Et ça peut paraître, bon, bah ça va, ils sont sur un train, ils y vont comme ça. C'est moins pire qu'en Méditerranée, qu'en sur le radeau, etc. Non, 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 ne vous faites pas d'illusions. Parce que c'est extrêmement dangereux. J'en parle 2 secondes avant de vous parler de l'histoire du Mexique, parce qu'il faut que vous compreniez. C'est que ces migrants montent sur des trains qui ne s'arrêtent pas. Donc déjà, le premier danger, c'est de tomber, de se faire arracher une jambe, arracher un bras, etc., de tomber et de mourir ou d'être blessé. Et ça arrive très souvent, très très souvent. On a calculé que chaque migrant, depuis son pays de départ jusqu'à l'arrivée aux États-Unis, doit changer à peu près une dizaine de fois de train. Donc ça fait 10 fois monter, descendre, enfin 20 en tout, où on peut se blesser, etc. En plus de ça, les policiers sont corrompus. Les gens en profitent. Et je vous parlais de la Mara, la Salvatrucha, au Salvador, mais il y a un autre groupe de mafia au Mexique, vous les connaissez tous. Il y en a un qui s'appelle Los Zetas, qui est absolument terrible, qui se trouve au nord, donc juste avant d'arriver aux États-Unis, qui carrément attrape les migrants, les garde et demande une rançon à la famille. Ben, vous voyez, et si la famille ne paye pas, ben, ils les abattent tout simplement, ils ne s'embêtent pas. Donc c'est un truc terrible, c'est-à-dire qu'on a calculé que 80% des migrants vont avoir des problèmes, vont être soit blessés, soit attaqués à un moment ou à un autre. 80%. Et rappelez-vous que maintenant, ils sont très très jeunes, de plus en plus jeunes. 60% des femmes seront violées. Je sais, c'est terrible, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur du désespoir de ces personnes qui n'ont plus rien à perdre et qui prennent la bestia pour aller essayer de trouver une meilleure vie aux États-Unis. Et tout ça, je vous l'explique avant l'élection de Trump. Avec Trump maintenant qui arrive, je ne sais même pas comment ça va se dérouler au niveau de la frontière américaine. Il n'y aura pas de mur, c'est pas possible. Mais ça va être encore plus dur. Bref, tout ça pour vous raconter quoi? Eh bien, pour aller dans un état du sud du Mexique, donc près de la frontière avec, c'est le Guatemala, je crois. C'est la frontière avec le Guatemala. Il y a Belize et il y a le Guatemala, si je ne me trompe pas. Hein. La frontière sud, il y a l'état du Chiapas. Hein, on connaît le Chiapas pour d'autres raisons. Et après, il y a l'état de Veracruz. Et dans cet état de Veracruz, donc il y a la bestia, une bestia qui passe. Il y a une petite ville qui s'appelle Amatlan. Amatlan de los Reyes, c'est joli. Hein, Amatlan des rois. Et dans cette petite ville, eh ben, vivent 2 sœurs. 2 sœurs. L'une s'appelle Norma et l'autre s'appelle Bernarda. Norma et Bernarda. Elles vivent. Elles sont filles, il y a d'autres filles dans la famille, d'un couple de pauvres paysans qui travaillent dans les champs. Ils travaillent dans les champs de canne à sucre dans l'état de Veracruz. Ils ne travaillent pas pour eux, hein, ce sont des journaliers. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils coupent les cannes à sucre. Et puis voilà, donc elles sont petites et elles sont heureuses de vivre. Hein. Si vous connaissez l'Amérique latine et l'Amérique centrale, les gens sont très souriants, ils sont pas sinistres, malgré leur pauvreté, leur état de pauvreté extrême. Et donc les 2 sœurs, Norma et Bernarda, jouent, aident leurs parents, etc. On ne parle pas trop d'école, il n'y a pas question d'école. Et donc elles se promènent dans les plaines, là où ils cultivent les cannes à sucre, et les collines également, où elles jouent avec leurs sœurs, elles s'amusent à glisser le long des pentes des collines, des petits jeux simples que tous les enfants ont à un moment ou à un autre dans leur vie, on fait tous ça. Et dans le village, il y a toujours ce train qui passe. Et elle regarde ce train, elle trouve ça amusant, ce train. Et au fil des ans, elle note qu'il y a des hommes qui montent sur ce train. Qui sont sur ce train. Quelques hommes comme ça. Alors un jour, Norma, elle demande à son papa, mais pourquoi il y a 2-3 hommes comme ça qui sont sur ce train? Et son père lui dit, je ne sais pas, peut-être ce sont des aventuriers qui veulent voir d'autres choses, aller découvrir d'autres choses. Les années passent, et elle remarque que sur ce train qui passe à travers leur village, à Matlan, il y a de plus en plus d'hommes qui s'accrochent aux wagons, qui sont assis dessus ou entre les wagons, là où c'est le plus dangereux, où on peut tomber, surtout lorsqu'on s'endort, vous savez, hein, on s'endort et on tombe et voilà, c'est fini. Et elle remarque ça et ça les perturbe, mais elles sont encore jeunes, elles ont un petit peu plus grandi, elles sont adolescentes maintenant. Et puis un jour, elles vont au village, bien sûr, pour aller acheter des tacos, pour manger, pour ramener à la famille.
Et donc, elles vont pour traverser la voie ferrée, il y a un endroit où elles peuvent traverser, mais voilà que le train arrive. Donc, elles attendent, le train passe, et elles voient de près ces groupes d'hommes qui sont là, installés, et certains les interpellent. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Mais, j'ai faim, donne-moi à manger, j'ai faim, tu peux me donner quelque chose? Et les deux sœurs sont surprises, elles disent, tiens, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis, elles se regardent, elles voient leur sac en plastique avec leurs tacos dedans, elles n'hésitent pas, elles leur lancent. Et les hommes attrapent et leur disent de grand merci, j'ai très faim, je meurs de faim, merci à vous. Et le train part comme ça. Vous avez entendu le bruitage. Et donc, elles rentrent à la maison et elles disent alors, bah voilà, ils ont demandé à manger, etc. Et leur père et la mère aussi, qui les ont élevés dans le respect de l'autre et de l'aide à l'autre, disent bah oui, il doit y avoir un problème. Alors ils se renseignent. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils comprennent que ces gens-là sont des immigrés. C'est le fameux train, la Bestia, qu'ils découvrent et qui passe à travers leur village. Et ni une ni deux, Norma et sa sœur Bernarde décident de donner à manger à ces personnes qui montent sur la Bestia. On est en 1995, le jour où ça se produit. Et dès le lendemain, elle confectionne 20 repas avec des tacos, des boules de riz, des machins comme ça. Et elle se retrouve à l'heure, au bord des voies, pour offrir aux migrants qui viennent d'Amérique centrale, donc du Sud, à manger. Et elles essayent de mettre des petites bouteilles d'eau, etc. Elles en confectionnent 20 et les 20 partent très rapidement. Et elles se disent, waouh, c'est quelque chose quand même. Donc elles décident de continuer. Et de jour en jour, elles continuent. Et elles ne s'arrêtent pas. On commence à en entendre parler dans le village. Et d'autres femmes les trouvent très courageuses, ces deux sœurs, elles leur disent, bah, je vais vous aider aussi, vous avez besoin d'un coup de main? Oui, oui. Dans ce village, tout le monde est pauvre. On a à peine de quoi se nourrir soi-même, on peut vivre chichement, mais il y a la Bestia qui passe, avec tous ces pauvres migrants qui ont faim, qui ont soif, qui sont sous le soleil, il n'y a aucune ombre, hein, la journée, il fait très froid la nuit, et avec les risques de s'endormir sur le train et de tomber, c'est absolument terrible. Et donc elle continue. D'autres femmes se joignent à elle. Et d'année après d'année, il y a de plus de personnes qui collaborent. À un tel point qu'au bout d'un certain temps, il y a même des associations qui se forment, des gens qui offrent de la nourriture, des vêtements, etc. pour les aider, parce qu'elles n'ont pas les moyens de confectionner des repas. Eh bien, croyez-le non ou pas, c'est pas très français ça, mais peu importe. Au jour d'aujourd'hui, elles continuent. Elles ont commencé en 1995. Et tous les jours, elles sont là, les deux sœurs, et tout leur groupe, un groupe d'une vingtaine de personnes qui se relaient, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas être là tous les jours. Et elles sont là, elles attendent la Bestia, avec ces migrants de plus en plus jeunes, qui ont faim, qui ont soif, qui à tout moment risquent d'être attaqués, qui risquent d'être violés pour les femmes, ou qui risquent de tomber et d'avoir des blessures. Et elles en ont des histoires à raconter, ces deux sœurs, parce qu'elles en ont vu tomber, elles en ont vu certains mourir, elles en ont aidé avec des soins médicaux. Mais elles sont là tous les jours, et elles se font aider par d'autres personnes. Au jour d'aujourd'hui, elles servent chaque jour 300 repas. 300 repas dans ce petit village. C'est dire si c'est important, c'est dire si cette petite touche d'humanité permet à tous ces migrants qui vont vers le nord et un futur très incertain, très incertain, plus qu'incertain même maintenant, d'avoir un petit peu de baume au cœur de la part de ces deux femmes. Et quand je dis dans le titre de cet épisode 106, c'est quelque chose que seules les femmes peuvent faire. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais j'avoue que je le pense. Vraiment, vraiment, je le pense, parce que c'est formidable d'être soi-même, d'une vie hyper simple. Si vous voyez, où il y a des documentaires qui ont été réalisés sur elles, elles vivent dans pas la pauvreté la plus extrême, mais vraiment dans la simplicité la plus extrême. Mais elles ne pensent pas qu'à elles pensent également à ces migrants qui, eux, n'ont absolument rien, ont tout perdu et ont un futur plus qu'incertain. Oui, voilà, il y a des restos du cœur ambulants, exactement. Merci Maribo d'avoir partagé la vidéo. Tiens, merci de me le rappeler.
Partagez la vidéo si vous pensez que cette histoire peut toucher d'autres personnes ou réchauffer le cœur d'autres personnes qui pourraient regarder cette vidéo et se dire que et croire en l'humain, parce que souvent on ne croit plus en l'humain. On se dit que c'est du chacun pour soi, mais comme je vous le disais en tout début d'épisode, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous montrer que, eh ben, quand même, il y a des choses qui se passent. Et je vais vous montrer des photos, parce qu'il y a quand même des photos. Les voilà. Et ah oui, elles ont un nom. Elles s'appellent Las Patronas. C'est Las Patronas, on les surnomme. Les voilà. Voilà un groupe qui arrive. Et elles arrivent avec leur sac comme ça. Vous voyez les rails sur le côté ici. Et elles vont distribuer ça. Et ça, c'est absolument formidable. Je vous montre également. Le train arrive. Elle est prête. Prête à distribuer avec ses sacs, etc. Elle s'étale sur plusieurs centaines de mètres. Et vous allez voir les migrants qui arrivent donc d'Amérique du Sud. Les voilà, prêts à saisir les sacs. Et ils ont le sourire. Et c'est incroyable, ils ont toujours le sourire, malgré tout ce qui les attend. Et moi, je les connais bien parce que, enfin, je les connais bien, j'ai vécu aux États-Unis, à Los Angeles. Et à Los Angeles, j'ai beaucoup parlé avec eux, on a beaucoup échangé, on a fait d'autres choses ensemble. Ils sont des gens très simples, mais toujours souriants, un peu comme en Amérique du Sud, que je connais bien aussi, surtout le Brésil. Et voilà, ici vous voyez Norma, donc l'une des deux sœurs, qui donne un sac. Regardez là, il y en a un là-haut, il y en a un là, ils sont accrochés, mais à tout moment ils peuvent tomber parce que ils roulent pas au ralenti, hein, c'est vraiment, ils roulent quand même assez vite. Donc c'est difficile, et beaucoup de sacs n'arrivent pas à être attrapés. Donc c'est vraiment difficile à faire ça. Voilà, Las Patronas, ces deux sœurs du sud du Mexique qui font des choses formidables et qui ne demandent rien à personne. Bon, enfin, elles ne demandent rien à personne, mais quand même, en 2013, elles ont été récompensées par le président de la République mexicaine qui s'appelle, je ne sais plus si c'est lui, Nieto, je crois que c'est Nieto, il s'appelle. Elle a été décorée. Human Rights Award, je ne sais pas comment on dit en français, une médaille pour protéger les droits humains, etc. Mais ce n'est pas ce qu'elle recherche, bien sûr. Ce qu'elle recherche, c'est surtout aider et recueillir des fonds pour pouvoir continuer. Donc un petit salut, un grand salut à Las Patronas qui, depuis 1995, font leur part de boulot dans le sud du Mexique sans rien demander à personne. Elles n'entendent pas d'avoir des fonds ou quelque chose comme ça. Et je tenais à les saluer. Et c'était ces personnes qui aujourd'hui nous font croire que l'avenir, le meilleur est à venir. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La phrase de fin, bien sûr, c'est Suzy qui nous la partage, cette phrase. Une belle phrase, merci Suzy, comme d'habitude. L'essentiel n'est pas de vivre, mais c'est d'avoir une raison de vivre. Enfoncez-vous ça dans le crâne, comme les sœurs, ces deux sœurs, Las Patronas. Elles ont une raison de vivre. Leur raison de vivre, c'est toujours de préparer ces sacs de victuailles pour ces migrants qui passent à travers l'Amérique centrale sur ce train qui s'appelle la Bestia. Et c'est vraiment leur raison de vivre. Et quand elles sont passionnées, elles font ça. Et vous, c'est quoi votre raison de vivre? En japonais, on appelle ça l'ikigai. Si vous ne connaissez pas l'ikigai, je pourrais vous en parler, c'est vraiment important. Si on n'a pas d'ikigai dans la vie, c'est beaucoup difficile de traverser les étapes difficiles qui nous arrivent à tous et à toutes, hein, sans distinction, car on en a tous. Donc voilà. Pensez à votre ikigai, pensez à votre raison de vivre. Pensez, comme il est écrit ici par Suzy, pensez à votre raison de vivre. C'est très important. Merci Liliane. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et on se retrouve lundi prochain. On sera à l'épisode 107. Et le temps passe. Bon week-end, profitez bien et réfléchissez à votre raison de vivre, à votre ikigai.